Qui est-ce qui commence, qui pose première question, première réaction, enfin voilà. Merci. Agnès Trompino, je voudrais revenir sur la remarque que je vous faisais tout à l'heure et rebondir sur la manière dont Edgar Morin s'est emparé du concept de reliance, en le positionnant comme une esthétique d'avenir, vous avez dit interpersonnelle, sociale et cosmique. Est-ce qu'on peut développer un petit peu dans ces moments, je dirais, sociopolitiques et géopolitiques tellement difficiles qui nous font plutôt sortir de l'espoir qu'entrer dans l'espérance? Oui, Morin il se dégage assez souvent de cette question-là en disant c'est lorsque croît le danger que augmente les chances de s'en tirer, ou augmente les possibilités de s'en tirer. Paradoxalement, c'est dans la notion de crise, là, c'est inclus, c'est que c'est du chaos que peut sortir l'ordre. Donc ça, on peut toujours se mettre ça en espoir ultime. Après, moi personnellement, je me mets ça en espoir en horizon, et puis à court terme, il y a à travailler, moi je trouve au maximum le champ où on est, et malgré tout, le champ où on est nourrit aussi. Et donc, il me semble qu'il faut savoir, j'essaie d'apprendre à doser mes investissements pour survivre, en étant heureux. Mais comment être heureux dans un monde malheureux et comment être pacifié dans un monde violent, ça c'est des conquêtes à chacun à faire. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Développer ses stratégies personnelles et sa créativité. Et c'est là où la notion de réseau est importante, qui met en relation avec les quelques autres personnes avec lesquelles on peut travailler. Moi, je pense que, on disait, Marie-Hélène Ferguson disait, c'est l'institution de l'avenir. Et quand on voit, alors, avec la multiplication des exponentielles que peuvent créer l'informatique avec les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Moi, à la retraite, je serais enfermé dans mon petit lieu si je ne serais pas là, s'il n'y avait pas eu les communications, alors à la fois de compagnonnage existentiel, mais aussi les possibilités techniques d'être en lien en permanence. Vous avez raison, mais en même temps, en vous écoutant, vous citiez Bourdieu, ça me faisait penser aux travaux de Foucault et à tous les investissements qui ont été menés dans les années 70-80, antipsychiatrie, agir contre les prisons, etc. Et quand on regarde l'État et l'ordre social aujourd'hui, en tout cas moi je parle de l'Europe dans laquelle nous sommes, c'est vrai qu'on est inquiet de voir comment le fruit de tous ces travaux, de tous ces investissements, de tous ces engagements semble, je dis bien semble, totalement à genoux. Oui, j'exagère peut-être le trait. Mais il me semble qu'il faut aussi qu'on fasse attention, comme on dit, à l'effet génération, qui joue quand on commence à passer dans les générations descendantes, et même pour ceux qui hiérarchiquement passent dans cette phase descendante avec une ascension hiérarchique, le fait de monter
voile aussi toutes les émergences de ce qu'on appelle en gros de la société civile, toutes les émergences nouvelles. Et on est souvent aveugle à ces émergences nouvelles. Et personnellement, c'est vrai que quand on ne prend comme information que les grandes chaînes, on pense que rien n'a jamais été aussi mal, mais il suffit de se rappeler un peu d'autres situations antérieures, et puis à un moment donné de rencontrer tous les efforts terrains qui se font pour, moi je pense, garder, avoir autant de raisons d'être optimiste que pessimiste. Autre. Présentez-vous. Oui, Jean-Marc Cognac, donc délégué à la formation sur l'Académie de Paris. Oui, ma question porte précisément sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux et sur la façon dont vous indiquiez qu'il y avait trois ensembles qui caractérisaient au fond ce que pourraient être les réseaux d'une histoire de vie, avec d'abord tout ce qui est autour de la famille, puis ce qui est autour des amis, puis en fait ce qui est autour du champ professionnel. Je me disais, mais est-ce qu'au fond, ces réseaux d'amis qui sont constitués dans les nouveaux réseaux sociaux, avec un affichage d'emblée de son histoire, mais évidemment une histoire qui met en avant l'intérêt de se faire des amis, donc une histoire qui est résumée ou condensée, qui fait apparaître certains aspects seulement de l'histoire de vie, est-ce qu'on peut considérer au fond que cette forme de réseau social est renvoyée à ce deuxième cercle, on pourrait dire les amis, ou est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose d'autre, qui ne serait pas un troisième, un quatrième cercle, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qui dit autre chose, en tout cas de la manière de raconter son histoire de vie, et sans doute autre chose de ce que peut être le compagnonnage ou l'accompagnement. Ah oui, non seul il y a le terme de noosphère là, qui monte, je pense, et qui indique vraiment une sphère d'échange dans la virtualité qui s'ouvre, et virtualité mondiale. Alors, il y a un terme qui me travaille, que je travaille, mais qui me travaille encore plus, c'est le terme d'auto-formation dialogante, dialoguant avec le monde. C'est Morin qui dit dans l'éducation d'avenir, il dit on doit mondiologiser la vie quotidienne, c'est-à-dire chaque élément de la vie quotidienne est relié de près ou de loin au cosmos, et que en profitant de toutes ces reliances potentielles, et en les actualisant, ça ouvre vraiment des perspectives. Alors, faut pas, toujours ambivalentes, mais qui sont à travailler par l'accompagnement. L'accompagnement, j'ai un ami, Pascal Galvani, qui est au Québec, à Rimouski, qui est vraiment une petite ville en Gaspésie, et il fait un apprentissage de zen avec un maître parisien à Paris, donc à 6000 km de distance. Et de temps en temps, ils font une rencontre par Skype, là, et bon, ce qui serait impossible autrement. Donc la troisième sphère, la troisième sphère s'étend jusque cosmiquement, mondialement et cosmiquement, je dirais. Ouais. Merci. Jean Libéré, vous avez en fait très peu parlé du travail, vous avez cité un moment, vous parlez de métamorphose du travail, et j'étais intéressé par la question de quelle est la place du travail dans l'accompagnement, comment vous l'envisagez, d'autant que dans l'accompagnement professionnel, la question du travail est aussi quelque chose de, selon moi, très important. Et voilà, si je peux avoir quelques informations sur la façon dont vous concevez le travail
dans ce travail, selon moi, d'auto-formation? Alors, ce qui m'a beaucoup inspiré ça, pour intégrer le travail, c'est aussi les étapes de vie au travail. Là, j'ai une collègue à Québec qui a beaucoup travaillé, elle fait du counseling de carrière et elle a beaucoup travaillé les étapes de vie au travail. Et ça, je pense que pour moi, ça m'a beaucoup aidé à vivre mes différents passages. La période, entre autres, alors ma période d'entrée, première période de travail, la période d'entrée sur la planète travail, de 20 à 35 ans. Pour moi, ça a été, je dirais, la croix et la bannière, c'est-à-dire très haché. Pendant de 10 à 20, de 20 à 30, je ne suis jamais resté plus d'1 an dans le même endroit. Donc la représentation que la société me renvoyait, c'était que j'étais un instable. Alors que je faisais partie des grandes cohortes qui sont passées du monde rural au monde industriel, qu'à la fois a beaucoup aidé. Mais donc j'avais cette image de ne pas savoir ce que je voulais, à la limite de caractériel. Quand j'ai découvert les analyses qu'avait faites Riverain-Simard, alors il a fait une grosse analyse sur, là vraiment très quantitatif, 700 personnes, une question. Alors pour l'histoire de vie, c'est intéressant. Elle disait, qu'est-ce que vous avez fait dans les 5 dernières années? Qu'est-ce que vous comptez faire dans les 5 prochaines années? Donc pour pas seulement pour voir ce rapport au travail dans des temporalités passées mais futures. Et elle a vraiment, moi elle m'a énormément éclairé. Alors en disant que ce que ressortait justement de cette période d'entrée dans le travail, c'était que plus on bougeait, mieux c'était, parce que dans les sociétés mobiles, c'était explorer les possibles sociaux avec ces possibles personnels pour trouver la connexion. Et maintenant, là, je suis de l'autre côté, mais souvent entre l'entrée au travail et la sortie du travail, il y a plus de parenté qu'on pense. Et avec les sorties du travail, c'est pas plus facile qu'y rentrer. C'est pas plus facile qu'y rentrer pour en sortir en santé, en auto-formation. Et donc, alors là aussi, moi, ma gourou, alors c'est pas ma coach, mais c'est la personne de référence. Là, quand je suis aux prises avec mes avances en âge, je vais voir qu'est-ce qu'elle a écrit sur ces périodes-là. Et en général, ça donne quand même pour moi des bons outils pour me décoder. Et alors, pour les dernières étapes, ce qu'elle avait, qui était ressorti de tous ces entretiens, c'était que ceux qui réussissaient alors, la sortie, c'est de passer du professionnel à l'existentiel, en gros. Mais aussi de garder un horizon. Elle disait, tous ceux qui gardent un horizon sont plus heureux que ceux qui n'en gardent pas. Ou qui rentrent à reculons dans l'avenir. Donc pour répondre, je situerai moi j'ai intégré le travail plutôt dans sa dimension temporelle longue. Et je pense que c'est important. C'est important pour trouver les rythmes.
je trouve que ta conférence de ce matin nous montre bien, si tu veux, contribue à clarifier, pour moi en tout cas, l'ancrage fort dans lequel tu te situes dans le champ de l'auto-formation et de l'accompagnement, c'est-à-dire avec cette vision assez surplombante de l'adulte. Il y a quelque chose dans ton regard porté sur l'auto-formation qui est évidemment centré sur... Alors, est-ce que ça relève d'une sociologie, d'une anthropologie? Je ne sais pas. Tu penches plutôt pour l'idée de l'anthropo-formation. C'est-à-dire un regard vraiment sur l'adulte aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines et aux prises avec la modernité. C'est vraiment central chez toi. Oui, alors merci de pointer ça. Moi, j'ai pas eu le temps de le développer. Dans les questions tout à l'heure ou dans les échanges, ça revenait. C'est comment se dépatouiller avec notre quotidien, quoi. Et je pense que, alors entre autres, en termes de référence, de reliance à des conceptuels, quoi, parce que et alors à quelle discipline se relier? Et alors, moi, ce qui m'a énormément aidé pour traiter tous ces problèmes inédits quand même, on passe dans des sociétés inédites et complexes et évolutives moi je le vois comme une chance, mais pour essayer de naviguer là-dedans, moi ce qui a été, c'était la transdisciplinarité. C'est-à-dire que le découpage disciplinaire date du 19e, était vu pour une société de chemin de fer, quoi, de position, de rail bien déterminé, où on prenait le boulot en sachant quelle retraite on allait avoir, donc une société statique quand même. Là, on est dans une civilisation de l'auto et du transplanétaire, quoi, hein. Alors, donc les découpages disciplinaires ont pu avoir leur pertinence, mais beaucoup de nos problèmes résultent de ce découpage-là. Entre autres, les entrains entre la psycho et la socio, psychosociaux, mais c'est des recollages, souvent des recollages, et que la dimension transdisciplinaire, alors c'est-à-dire avec les disciplines, mais au-delà des disciplines, entre autres, prendre comme source de connaissances possible en soi-même, mais aussi les acteurs qui vivent ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'indicateur de la transdisciplinarité. On nie pas les disciplines, mais on prend d'autres sources de connaissances. Et je trouve, enfin, pour moi, ça a permis de décoder un peu toutes nos situations très, très problématiques. Et là-dessus... Morin, les principes, et puis Nicolescu avec enfin lui il est beaucoup plus épistémologique, et puis c'est le Moigne, les approches systémiques, les approches cybernétiques, tout ça, moi je pense que ça aide un peu à mieux nous comprendre. Mais alors on a lancé une collection en même temps que Histoire de vie et formation. On a lancé une collection qui s'appelle Interstice et transdisciplinarité. Alors c'est avec Patrick Paul, l'ancien compagnon de Naïla, et où là on essaie de... Ça c'est une collection qui permet d'essayer d'expliciter tous nos travaux épistémologiques plus fondamentaux, si on veut dire. Mais c'est en ce sens-là que je reviens sur la notion de paradigme, là, qui est un peu difficile, mais moi qui m'aide beaucoup, parce qu'un paradigme, c'est un modèle avec plusieurs niveaux, quoi, hein. Il y a le niveau des problèmes à résoudre, il y a le niveau des méthodes mais il y a aussi le niveau de l'épistémologie, et puis il y a le niveau d'éthique, quoi, hein. Alors, tout ça, c'est un peu relié. Mais souvent, on est pris par un niveau et on ne voit plus les autres. Et là aussi, ce qui m'aide beaucoup, c'est
ce qu'on appelle le passage de la science appliquée aux praticiens réflexifs. Hein. C'est-à-dire là, il y a un renversement de modèle de compréhension et de conduite sociale. Une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de notre temps. Daniel, et puis Je crois la nommer comme ça. Alors, j'aimerais revenir donc sur ces 3 points que tu viens de mentionner, Gaston. L'approche transdisciplinaire de l'accompagnement, donc que tu mentionnais, et également donc cette idée de changement anthropologique de fond. Et le 3e. Je recommence. Oui, donc je reprends les 3 éléments dont il a été question. Cette approche transdisciplinaire de l'accompagnement, le changement anthropologique de fond que tu as mentionné, cette idée d'ampleur paradigmatique du mouvement que constitue l'accompagnement. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'accompagnement aujourd'hui est fondamental? Est fondamental dans l'idée de transformation sociétale. Et donc il y a des lieux qui ont été mentionnés auparavant, les fameux lieux de réseaux sociaux, mais quel est en quelque sorte le lieu particulier dans cette relation de compagnonnage, dans cette relation d'accompagnement, ou dans ce que développent des pratiques FAP ou dans d'autres lieux. Donc il y a, j'avais été sensible en juillet à Paris, à une conférence internationale sur l'idée d'hétérotopie. Est-ce que donc il nous faut des lieux privilégiés, des lieux particuliers pour que ce travail d'accompagnement devienne transformation personnelle, transformation vers de nouvelles stratégies, transformation sociale et sociétale. Moi, je pense pour prendre conscience de l'ampleur de l'accompagnement, puis pourquoi ça semble important, là, je pense qu'il faut voir le contraire. C'est la déshérence, l'abandon, la déliance que provoquent les crises à la fois financières, les basculements de société qu'on vit, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Hein, et sur au niveau familial. Maintenant, on parle de famille transnationale, parce qu'il y en a qui ont. Il n'y a pas beaucoup de familles qui n'ont pas un élément sur. Et quand on l'a choisi, ça va, mais avec les migrations, c'est quelque chose. Donc, l'accompagnement ne monte que parce qu'il y a des trous, des abandons de relations, des ruptures de relations. Alors, et que, quand tu dis est-ce qu'il y a des lieux, moi je pense que c'est les antres, quoi, hein, c'est des lieux invisibles, c'est les liens, enfin ce qu'il y a entre nous, hein, qu'il faut voir comme endroit stratégique pour établir des relations. Alors je ne sais pas si... Alors aussi bien dans le quotidien que dans le non quotidien, le voyage. C'est-à-dire des fois il y a des quotidiens, on est complètement seul, isolé, il faut changer de lieu pour s'y retrouver. Hein, et donc on part et dans l'affrontement de l'étranger, à ce moment-là, à un moment donné, hop, il y a un paysage qui te rebranche, hein, et qui va te remettre en forme. Donc c'est de recherche de recherche dans les antres. Bien, des dernières questions, parce qu'après on va être pris par le temps.
Merci Louis. Donc je suis Hugues Pouillet et je voudrais juste dire, non pas du tout pour faire de la publicité de l'événement qui aura lieu lundi, mais que j'ai travaillé avec Muriel donc à la conception de ce colloque et qui s'appelle justement Accompagner et valoriser l'expérience de la mobilité et de la migration. Et donc je reviendrai sur ce concept d'accompagnement qui me paraît central dans votre pensée. Il y a deux choses que je n'ai pas bien saisies. Il semblerait que dans la dialectique de l'auto et de l'hétéro, l'hétéro soit systématiquement pensé comme surplombant chez vous. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un postulat de l'hétéro surplombant? Est-ce que l'hétéro est nécessairement surplombant, de même que est-ce que l'auto est nécessairement, je ne sais pas, accompagnant ou je ne sais pas comment dire, mais bon. Donc ça, alors c'était une première question. Et puis, je n'ai pas bien compris ce que vous entendiez par père. Que sont ces pères s'ils ne sont ni auto ni hétéro? Je ne sais pas où ils sont, je ne saisis pas bien. Et puis la deuxième question, en fait, je ne suis pas certain d'avoir bien compris le lien que vous faisiez entre auto-formation et accompagnement. Que signifie ce « et » ? Père, alors c'est PAIR, hein, c'est pas. Oui, ça. J'allais dire à votre gauche, peut-être il y a une. À votre gauche, devant vous, derrière vous, il y a peut-être des représentantes et représentantes, c'est proche. Hein. Les pères, c'est les plus proches. Et que dans et qui me semble dans la structure sociale, bon, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a les hiérarchisés, hein, en classe, en hiérarchie professionnelle, hiérarchie sociale, hiérarchie même sexuelle. Donc il y a des positions, et on n'est pas tous au même niveau. Et que quand on a un niveau supérieur, l'altérité se renforce, quand même, de cette position de supériorité. Alors, et au début, je pensais qu'avec ça, quand on a commencé à travailler, pour situer l'auto-formation, j'ai pris l'hypothèse que parce que c'était aussi différent de l'hétéroformation que la nuit peut l'être du jour. Hein, et que le temps principal de l'auto-formation, si on ne veut pas rêver, c'était la nuit. Où on se retrouve seul, en général, au moins des périodes seules, où quand on n'est pas seul, il y a un co, mais il faut mieux qu'il soit co que hétéro. Hein, enfin, c'est un hétéro qui devient co. Hein, mais que, alors au début, je pensais qu'on a travaillé là-dessus, puis c'était une belle opposition, nuit, jour, auto-hétéro, dualiste, et c'est l'exploration des transactions, des interactions dans les relations sociales qui m'ont montré oui, qu'il y avait à un moment donné des interactions avec le petit copain, avec la petite copine, avec le collègue, avec le conjoint, avec le voisin, qui sont à un autre niveau. Hein. Je ne sais pas si et que l'autre, alors, vous avez raison, il n'y a pas idéalisé forcément, c'est un danger aussi, d'idéaliser l'auto ou l'hétéro, ça c'est un danger. Alors, c'est pour ça que le voir dans le long terme, c'est hyper intéressant, enfin pour moi hyper intéressant. C'est que les premiers âges de la vie sont en termes de formation, sont sur le régime d'hétéroformation. C'est-à-dire les responsables de la formation de l'enfant, bon, c'est les autres, c'est les parents. Mais pourquoi partir de ce postulat? Pardon, c'est pas un postulat, c'est un constat. Il n'y a pas d'auto-formation avant l'âge adulte? Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'auto-formation, je dis que le régime dominant est
sous la responsabilité des autres. Et qu'il y a bien un autos qui existe. Dès le sein maternel, il y a une autonomisation du fœtus. Progressivement, les trois niveaux d'autonomie biologique, physique, on les voit se développer. Et heureusement que ce développement de l'auto-formation de l'enfant est dans un environnement hétéro favorable. Ça va, ça? Donc, les régimes sont inclusifs, hein, mais il y a une domination à un moment donné d'un régime. Et je pense que ce qui a été bon jusqu'à 18-20 ans, parce qu'on est protégé par les parents, quand on a de la chance, devient mauvais si on reste toujours sur la protection des parents. C'est là où il y a une émancipation et une autonomisation à prendre, à faire. Donc, un gros processus transitionnel. Et que maintenant, donc, le régime auto, qui n'élimine pas les hétéros, le travail, la vie active, comme on dit si bien. Hein. Après, là, on n'a pas du tout parlé d'un troisième terme, qui est l'éco, c'est-à-dire la relation avec les environnements matériels. Ça, moi, je suis aux prises avec ça. C'est-à-dire, à la retraite, on perd de l'autonomie, ne serait-ce que physique. Et plus on va, plus on en perd. Et donc, qu'on veuille ou non, à ce moment-là, on dépend de l'environnement matériel, de la marche qui est plus haute à monter. Donc, il y a passé sur le régime de l'éco-formation et de réajuster son autonomie en fonction de ça. Bon, donc, il me semble que ça évite d'idéaliser les pôles, mais de voir comment ils jouent dans le temps. Hein. Bien, merci pour ces clarifications. Donc, on va devoir clore cette matinée de conférence, débat, discussion. On remercie évidemment encore une fois Gaston Pinault pour la clarté de Merci infiniment. On a besoin de ranger la salle, donc